Allô tout le monde! Allô! Bonjour! Salut! C'est presque effectif, c'est presque festif cet épisode. On devait être dehors. Oui, Là, il a mouillé à Sio hier. Ouais. Il mouille beaucoup. Hein? On avait dit un été sec et chaud à Météo Média. c'est un mensonge. Ouais. En fait, ils avaient dit que ça sera un été explosif sur le plan atmosphérique, parce que maintenant, tout phénomène météo... Mais ce Non, qui est c'est- important, Fred, c'est c'est que, une vous ayez cliqué sur l'écran Oui. qui vous disait ça. C'est juste ça. Et j'ai peur. Ouais, et j'ai très peur. Non, mais c'est ça. Alors, il y a beaucoup plu. Puis là, j'ai dû aller chez le vétérinaire ce matin pour les gens qui ont un amour des chats et de Léon Trotsky. Il y avait des petits problèmes. Mon genre des problèmes de dos. Ben oui. Ben oui. Alors, qui sont chroniques. Un peu comme moi, en fait. Oui. C'est bien cute. Vous pourriez peut-être faire des massages en duo, quelque part. Peut-être. Peut-être ça existe. Peut-être. Et je veux dire quelque chose. La semaine dernière, j'ai fait mon fameux spectacle avec Aurélie Laperrière, vous savez, Le vieil homme et la mère. Mhm. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça a été très stressant. À tabarouette que j'étais stressé. Mais finalement, j'ai eu du fun. Et je vous annonce que ce spectacle va vivre. Oh, la belle Je ne sais pas nouvelle. de quelle façon, mais je vais continuer à écrire. C'est sur l'extrême droite. Sur la montée de l'extrême droite, j'essaie d'utiliser l'humour. C'est une Pour nouvelle. mettre en garde les gens. Parce que ça s'en Ben vient oui, ici. ben là. oui. Ah oui, c'est Ben clair. oui, ben Ça oui. s'en vient ici. Alors, merci c'est un petit show, hein, puis je l'ai... Là, je vais faire une confidence pour Coralie. Je ne l'ai pas plugué tant que ça sur les réseaux sociaux parce que je me faisais pas confiance. Je me disais, hey, je vais-tu être encore capable de faire une demi-heure tout seul? Enfin, encore capable. Je vais être capable, je l'avais jamais fait. Finalement, j'ai eu vraiment du fun. Alors, une porte s'ouvre. Fait que vous allez en entendre parler. Je me demande même si ça pourrait pas être un beau cadeau, ça, l'année prochaine, pour Une petite captation. une soirée pour les donateurs et donatrices. Oh. Un spectacle d'1 heure et demie sur l'extrême droite. Non, mais spectacle sur l'extrême. Et là, j'ai d'autres idées aussi. J'ai envie de faire appel à des gens qui pourraient m'aider, des grandes figures du théâtre, entre autres, parce que j'ai envie aussi que ça aille au-delà de l'humour. J'aimerais ça qu'il y ait une théâtralité dans tout ça. En tout cas, je suis galvanisé. Voilà. En résumé, je suis galvanisé. L'extrême droite, ça galvanise. Ah oui. on le voit bien. Et cela dit, c'est basé entre autres sur les travaux d'Umberto Eco et sa conférence sur le fascisme, sur lourd fascisme. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont lu la chronique de notre sociologue Dandy Dissident cette semaine qui disait que c'était une erreur de qualifier le Rassemblement national d'extrême droite. Bien évidemment. sûr. Le pyromane dit aux gens que ce qu'il y a dans la main, c'est pas une torche. Pour vrai, entre une chronique de ce sociologue et Umberto Eco, allez lire Umberto Eco. Je pense que c'est pour Oui, combattre. ou c'est sinon, pour combattre. référez-vous à la décision de justice du Conseil d'État qui dit Attendez, que c'est Hélène. un parti Non, d'extrême mais droite. il paraît que j'ai lu sur Twitter, il Ah oui. paraît que le Conseil d'État est noyauté par la gauche. Bien sûr, Et bien ça sûr. vaut rien. J'avais oublié, excusez-moi. Rappelez-nous, c'est quoi le Conseil d'État? Bah, c'est une espèce d'instance suprême Oui, bon. qui valide toutes les décisions, qui organise la vie politique en France, Bon. qui a le dernier mot sur Ils sont tout. woke, Fait- là. Moi, je suis sont peut-être woke, un ils sont petit peu ignare. Ah, Philippe mais de Grosbois, je ne c'est- l'ai pas oui, salué bonjour, encore. Bonjour. Bonjour. Ben, vous n'avez pas salué personne encore. Non, pas du tout. Bon, OK. Alors, Godefroy, Trop. bonjour. Trop dans vos Philippe affaires, là, Allô. votre Bonjour. galvanisation. Hélène Farachi. Mais peut-être que je C'est pas la balado de. C'est la balado de Fred Savard. Ah, Voilà, littéralement. Nous, on fait les plantes vertes à Vous savez côté. vous savez qu'on me voit jamais dans les extraits que je mets en ligne sur les réseaux sociaux? On voit jamais ma face. Fait que, tu sais... Ah, Ah, j'avoue. mettez ça dans votre clip. Alors que vous, on vous voit. Hey, je m'excuse. Bon, voilà. Hey, je me Non, sens mais j'étais mal. juste curieux. En fait, je trouve ça étrange. Peut-être que je connais pas assez le système politique français, mais comment ça qu'un conseil d'État décide de l'étiquette politique de parti politique? Je trouve ça quand même C'est un un peu bon curieux. C'est un bon point. Ah ben ça, c'est une question qui est trop avancée pour mes compétences. Mais si si vous êtes au- quelqu'un a la Si réponse, vous êtes au Conseil d'État en France, écrivez-nous. 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 Hélène, je Oui. vous avais pas demandé de préparer quelque Ouais. chose. Je vous avais juste demandé d'être là. Parce que à l'origine, c'était le dernier épisode de la saison 6, le 39e, mais ça sera pas le cas. Oh, bon, ben là, c'est Parce tout que la semaine raté. prochaine, en fait, demain, je pars à Petit-Saguenay au Festival Virage, festival sur la transition énergétique, écologique Ah. et décroissance. Festival qui me semble plutôt à gauche. Les affaires de gauchistes, Et encore, je vais ça. amener mon amoureuse et le petit Miville que je vais tenter de convaincre. Parce que pour l'instant, vous savez que les enfants en bas de 5 Miville, c'est pour lui qu'on vire. Oui, mais Exact. vous savez que les enfants en bas de 5 ans sont assez fachos en général. Oui, Dans c'est leur vrai. histoire. Alors, je ne sais pas s'il va être réceptif C'est ce que mon psychologue dit. au virage, mais il va y avoir donc un épisode, je vais me promener, ça va être un peu un épisode de terrain,
Et il va y avoir un autre épisode après aussi, parce que je veux absolument parler de la langue française avec M. Corbeil, qui est en vacances. En tout cas, bon, je vais vous en parler, mais tout ça pour dire qu'il reste techniquement 3 autres épisodes, incluant celui-ci. Alors, merci d'être là pour cet épisode festif, Hélène. C'est ça. Vu que vous me l'aviez pas dit, moi, j'ai considéré que c'était la dernière. OK, Donc, on va faire comme si c'était la dernière. Imaginaire. Voilà. Salut Fred, salut les amis. Ça va bien? Oui. Oui, moi je me sens un petit peu comme le condamné qui sait que dimanche il va à l'échafaud. Hein, c'est la bonne ambiance. Encore? Ouais. Mais faut pas se laisser abattre. Hein. Je me suis dit que j'allais quand même vous faire quelques souhaits pour l'été à venir. Ça c'est cool. C'est pas grand-chose, mais peut-être ça va nous donner de quoi espérer un petit peu plus, un petit peu mieux. Oui. D'habitude, on se souhaite des choses en début d'année. Je l'avais fait en décembre dernier, mais... vous me ferez pas croire que les traditions dans ce monde qui est à l'envers, ça vaut encore quelque chose. Ça vaut de la boîte, la gnognotte, comme vous dites. Ou tripette, ça vaut tripette. Donc 5 vœux pour cet été 2024. On se retrouvera évidemment en septembre, mais on va espérer que tous ces vœux-là se réalisent d'ici là. Alors, d'abord, je n'aime pas souhaiter du mal aux gens, hein. Jamais, d'aucune façon. Mais même les micros fermés, on fait pas ça. Jamais. Aucune médisance. Mais mettons que plutôt que de nous shipper Anouk Aimée ou Donald Sutherland, l'été nous volerait Donald Trump. Mettons. Ça réglerait quelques petites choses, hein? Et notamment la sortie d'un film vu à Cannes qui s'appelle The Apprentice, qui est un espèce de succession version années 80, donc fric et coke à gogo, et qui nous raconte la jeunesse d'un jeune loup new-yorkais qui se rêve mania de l'immobilier pour que enfin son papa le respecte. Ouais. C'est Donald lui-même. Mais c'est une fiction. Oui, c'est une fiction et c'est l'histoire de Donald Trump jeune. Wow. Qui est en soi une fiction. Qui est en soi une fiction, effectivement. Et ce film formidable, qui était donc en compétition au Festival de Cannes, qui est réalisé par Ali Abbasi, eh bien, il est pour le moment privé de sortie. Mais voyons. Parce qu'il est sous le coup, sous le coup d'une injonction de quelqu'un qui, manifestement, doit très, très bien connaître le système judiciaire américain maintenant. Attendez, là. Ces gens-là qui se réclament de la liberté d'expression, ouais. Qu'il faut donner la parole non, à pas à tout qui. le monde. Ben voyons donc! Donc, ce beau petit film, je vous le souhaite. Ce film-là est cancel? Il est cancel pour l'instant. Et c'est pas des woke. Ouais. C'est pas des Mais woke. voyons! Et non! Tout s'effondre. Dans quel monde vit-on? Donc, on se souhaite que ce beau film puisse trouver le chemin des salles d'ici la fin de l'été. Un autre vœu pour nous tous et toutes, je nous souhaite du repos et de la bonté. Tiens, par exemple, quand vous êtes coincé en voiture... Vous êtes cucu de la bonté. Je sais. C'est mon petit côté fleur bleue. Quand vous êtes coincé en voiture, dans un embouteillage quelconque, essayez de respirer par le nez, de compter à l'envers, de convoquer votre happy place quelques instants. Qui sait, peut-être que ces simples techniques vous éviteront de râler et donc éviteront à notre gouvernement de comprendre qu'un troisième lien est nécessaire. Faut jamais oublier que quand on est dans le trafic, là, on est le trafic. C'est vrai. C'est pas les autres. Vous avez bien raison. Ça, c'est la phrase qui m'a fait moi-même prendre conscience. Ma blonde me le rappelle à chaque fois que je suis comme ouais. Chris, il y a donc bien du monde aujourd'hui. Tu es le monde. Pourquoi tout le monde va au avril comme moi? C'est pas un partenaire avril en passant. Okay. Il pourrait le devenir, mais bon, une autre histoire. Écrivez-nous. Je souhaite, troisième souhait, aux athlètes olympiques de la quiétude. Parce qu'on va pas se mentir, hein, ces Jeux olympiques s'annoncent tout sauf sportifs. Oui. Et ce serait quand même plate que ces hommes, ces femmes qui triment depuis 4 ans dans l'espoir d'un centième de seconde de plus, voient tous leurs efforts anéantis par tous ceux et celles qui, on n'en a aucun doute, ne respecteront pas la trêve olympique. Vous avez vu Anne Hidalgo qui a dit qu'elle n'allait pas prendre aucune photo? Non, aucune photo. Bardella, si elle allait devenir Premier ministre. Voilà. Ça promet. Ça promet, ça va être très très le fun. Puis on se donne aussi, j'ai appris ce matin, jusqu'à 10 jours avant le début des Jeux pour savoir si la Seine est praticable pour les nageurs ou pas. Ouais. Donc pour l'instant, c'est un petit peu le bazar. Je souhaite bien sûr de belles et de bonnes vacances. En tout cas, à ceux et celles qui peuvent se les payer. Hein, parce que là non plus, on peut pas se mentir, ça va pas très bien du côté du porte-monnaie pour beaucoup d'entre nous.
Et je pourrais souhaiter à tout le monde une grosse victoire au 749, par exemple, mais dans la vraie vie, Ah oui, excusez, je pensais que c'était un avion. Excusez-moi. Non. Ce que je souhaite plutôt, c'est que la justice, l'égalité redeviennent des valeurs à la mode. La rapacité des ultra-riches, leur égoïsme, leur hypocrisie aussi, c'est ce qui perdra la planète. Et ne nous leurrons pas, les partis, en particulier ceux de l'extrême droite, ont beau systématiquement faire campagne en nous disant qu'ils se préoccupent du sort des 99%, c'est faux. C'est faux. C'est pour faux. vrai, là. J'ai hâte que les gens allument à ce niveau-là, pour vrai. Là. Ces Même mesures... Bardella a reculé sur 2 promesses phares qui allaient avantager supposément la population et qui ne va que réduire le fardeau fiscal des millionnaires et des milliardaires. Je vais vous le dire noir sur blanc, les mesures de l'extrême droite ne visent qu'à conforter la position du 1%. Tout à fait. Et puis un dernier vœu. À tous, à toutes, je souhaite que l'extrême droite ne gagne pas ce pari fou de remettre le grappin sur le pouvoir. Vous savez tous très bien pourquoi je souhaite ça. Mais surtout Fred, l'équipe, je souhaite qu'on se retrouve en septembre pour l'ouverture de la nouvelle saison de la balado en direct du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Où vous allez aussi faire une de vos célèbres soirées dansantes, Fred. On ne sait pas encore où. Non, mais il y a 2 options. On va le savoir. Mais ça va avoir lieu. Ça va réservez votre week-end du 13, 14, 15 septembre. Oh oui, on va avoir du fun. Yeah. Et, évidemment, moi, de mon côté, l'été va être occupé à ça, à façonner une programmation digne de votre venue, Fred. Programmation dont tous les détails vont vous être dévoilés le 21 août prochain. Mais surtout, programmation qui prendra à bras le corps toutes ces questions dont je viens de vous parler, en particulier celle de l'identité, histoire de se souvenir que contrairement à ce que prône le FN, le RN, peu importe comment vous l'appelez, le RN et son ignoble abolition du droit du sol, l'identité, elle se construit au mieux quand elle est nourrie de 1001 influences, quand elle se sert de la diversité comme un socle pour grandir et quand elle refuse le blanc comme couleur monochrome, parce que je vous le rappelle, le blanc comme couleur monochrome, c'est même pas joli dans une pissotière. Puis en fait, Hélène, le blanc, quand vous parlez à des chromatistes, c'est même pas une couleur. C'est même pas une couleur. Merci, Hélène. Ça sera pas vous le prochain. Mais je veux savoir, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour cet épisode presque final et festif? Juste pour qu'on ait l'eau à la bouche pendant la chronique de Philippe. Je savais pas ce que j'allais faire. Parce que finalement, ce que j'ai fait, c'est une chronique en 3 petits morceaux avec un mot sur mon domaine à la fin. Donc, les CPE, mais plus de façon plus globale, les 0-5 ans. Puis quand on parle de la montée de l'extrême droite, ou quand on parle des enfants comme étant des tyrans, quand on parle des jobs payantes qu'on se souhaite, quand on parle de rattraper l'Ontario, je peux pas penser à autre chose que la petite enfance, la préparation à l'école. Donc, je vous réserve un petit punch à la fin pour ça. Et aussi une revue un peu plus classique. 2 éléments de la presse, notamment le virage d'Hydro-Québec sur l'éolien et ce qui se passe en même temps en Alberta et qui ne ressemble pas beaucoup à cela. Mais voyons! Oui. Et vous savez que vous ne serez pas censuré ici. Ah, non, je mise beaucoup là-dessus. C'est la grande beauté de cette balado. Mais Philippe de Grosbois, moi, je vais être censuré. Ce n'est pas le cas ailleurs, hein? Oui, voilà, on va parler censure. Ça va être un peu dans la continuité de certains éléments d'Hélène. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire une chronique sur ce sujet-là. C'est vrai. À chaque fois, je disais, non, parlez-nous d'autre chose. Mais là, avec les réactions qu'on voit aux critiques de certaines politiques israéliennes, je me suis dit, là, c'est un bon moment quand même de jeter un éclairage sur tout ce qu'il y a de problématique dans le discours dominant sur la question de la censure. Peut-être la première des choses serait de définir le terme, parce que ça fait partie des enjeux, en fait. Qu'est-ce qu'on entend par censure? Je me suis pas cassé la tête, Fred, je suis allé sur Wikipédia. Bravo. Mais je trouve la définition... C'est une initiative libertarienne, il faut le rappeler. Hein. Ouais, c'est pas grave. Wikipédia, dans les internets, il y a beaucoup de zones troubles, libertariens. Oui. On n'est pas fermé. Oui. C'est ça que je veux dire. Oui. Mais en tout cas, c'est surtout quelque chose qui c'est aussi pratique. Oui.
Ça tient la route, même dans cette ère de désinformation, Wikipédia tient la route. Et donc, la définition, c'est la censure et la limitation de la liberté d'expression par un pouvoir, entre parenthèses, étatique, religieux ou privé, sur des livres, médias ou diverses œuvres d'art avant ou après leur diffusion au public. Alors, moi, le mot-clé ici, je trouve que c'est le mot pouvoir. Oui, la censure, ça suppose l'existence d'un pouvoir qui est capable de la mettre en place. Par exemple, pour rendre effective l'interdiction d'une publication, d'une diffusion, pour sanctionner une personne par une peine de prison, un renvoi, une excommunication dans le cas de l'Église. Donc, la censure, si on la prend dans son sens strict, par définition, ça vient des institutions. Ça suppose une institution qui est capable de l'exercer. C'est vertical. Voilà, ça vient d'en haut. Ça vient d'un pouvoir. Ouais. La définition se poursuit, par contre. Définition de Wikipédia, on dit par extension, certains auteurs parlent aussi de censure indirecte, non officielle, sous forme de pression due notamment à la concentration des médias et d'autocensure déclenchée par la crainte ou la menace de censure. Alors là, ce deuxième élément-là amène beaucoup de flou, selon moi, dans la définition, puis on va voir plus loin que c'est dans cette zone d'imprécision-là que nos grands croisés là, anti-censure se sont engouffrés dans les dernières années. Alors, juste question de mettre un petit peu la table. Quelques exemples historiques de censure au Québec qui cadrent surtout avec la première moitié de la définition, qui pour moi est la plus claire, la plus solide, la moins ambiguë. Donc, l'Église a fait des mises à l'index jusqu'en 1962 au Québec. Hein, donc, vous pouvez retirer des livres, des bibliothèques, des librairies, tout ça. C'est vrai que j'ai déjà vu... je fais une petite parenthèse, j'en ai peut-être déjà parlé ici. J'ai déjà vu un livre de la fin du 19e siècle dans un séminaire mis à l'index. Et vous savez que souvent, il prenait un couteau et il transperçait le livre. Carrément. Et j'ai vu ce livre-là avec la couverture en cuir à la bibliothèque des livres anciens, à l'étage livres anciens. Et il y a vraiment un coup de couteau avec la lettre du clergé qui indique pourquoi ce livre-là est signé de l'évêque, de cardinal de l'évêque. Bon, alors, voilà. On faisait la même chose avec les films aussi. Ben, c'était ça mon deuxième exemple. Pas sur les coupés. Là, ça, je me disais qu'Hélène, vous auriez plus de détails que moi, mais première moitié du 20e siècle, censure très forte de films au Québec. Je sais pas si... Oui, puis on coupait dans la pellicule, puis on raboutais ça, peu importe si ça fonctionnait plus du tout après dans le film. Dans le cinéma Paradiso. Ça existe encore aujourd'hui. Hein? Attendez. Pas de cette façon-là. J'ai parlé de... Non, mais j'ai parlé d'Umberto Eco tantôt. Oui. Le film Le nom de la rose, l'adaptation de son roman, sur Amazon Prime, le film est visionnable et toute la scène de sexualité a été enlevée. Ah ouais. Sur Amazon. Ah oui, carrément. C'est ça. Je sais pour pas choquer les yeux prudes. Je sais que sur les compagnies aériennes, ils font ça aussi beaucoup. Ils enlèvent. Non, mais ça, on peut comprendre parce que c'est dans l'avion, il y a peut-être des enfants. Bon. Mais il n'y a pas de jump cut ridicule. Non, c'est ça. Mais au-delà des coupures d'extraits de films, il y a aussi des films qui ont carrément été interdits de projection. Oui. On pense à On est au coton de Denis Arcand, un documentaire interdit de projection pendant 6 ans en raison de pression de l'Institut canadien du textile sur l'Office national du film. Mais Arcand lui-même a fait circuler une copie vidéo. Oui. En même temps. Fait que le film était vu par des petits cercles. Le fait qu'il y ait censure ne veut pas dire qu'elle est parfaite et qu'elle est effective à 100%, mais quand même. La loi du Canada de Duplessis, quand même, qui disait qu'il est illégal pour toute personne qui possède ou occupe une maison dans la province de l'utiliser ou de permettre à une personne d'en faire usage pour propager le communisme ou le bolchevisme par quelque moyen que ce soit. Donc, imprimer, publier, distribuer un journal, revue, pamphlet, circulaire. Tout ça, là, si ça propage communisme, bolchevisme, c'est fini. On peut penser des fois que tout ça, c'est du passé, mais il y a quand même des exemples contemporains. Si on pense au retrait du livre Noir Canada, les poursuites Bayon en général, la répression de manifestations. C'est sûr que tantôt, on parlait de publications, tout ça. Donc, les manifestations, c'est peut-être un petit peu à côté de la définition de tantôt, mais les lois spéciales contre des grèves, la loi spéciale de 2012 sur les manifestations. Je ne peux pas m'empêcher de souligner à l'international, Julian Assange est maintenant libre après 5 ans en prison à Londres et 7 ans dans l'ambassade de l'Équateur à Londres. Donc ça aussi, c'est quand même un cas de censure ou de répression très, très clair et dans les plus forts de l'époque.
Donc, quand on regarde historiquement ce qui est objet de censure, on peut noter des éléments quand même récurrents. C'est sûr, le contenu à caractère sexuel. On vient de parler du nom de la rose. Faut inclure aussi l'éducation sexuelle, qui a longtemps été très censurée également. La censure de la critique de la religion, bien sûr, c'est bien connu au Québec. Mais il y a aussi tout ce qui est organisation ouvrière, syndicale, la critique de grandes entreprises, l'opposition à la guerre. Donc, tout ça, ça fait partie de propos qui ont été très censurés historiquement et souvent encore aujourd'hui. Mais quand on regarde le discours contemporain, le discours public contemporain sur la censure, on a un portrait qui est très différent, parfois même presque opposé. Premièrement, c'est comme si ces cas de censure-là, c'est juste du passé ou de sociétés qui ne sont pas entrées dans la modernité, hein, des sociétés qui sont un peu archaïques, qui n'ont pas une reconnaissance de l'état de droit, mais nous, finalement, on est correct. Oui. Par contre, il y a, selon ce discours-là, il y a des nouveaux cas de censure. Des nouveaux curés. C'est ça, il y a une nouvelle forme de censure. Oui, ça, c'est drôle parce que notre sociologue Dandy Dissident, il aime beaucoup parler de nouveaux curés pour dire des choses négatives, mais par contre, quand il parle du passé de l'Église catholique, les vrais curés, il n'y a rien à dire contre eux, mais les nouveaux curés, ça, ils n'aiment pas ça. Je trouve ça toujours un peu particulier. Bon. Ça, c'est drôle. Donc, c'est ça. Quand on va parler de ces nouveaux cas de censure, on emploie donc des nouveaux termes. On va parler de néo-censure, on va parler de privatisation de la censure ou bien sûr de censure woke. Donc, ce qu'on veut dire par ces termes-là, c'est que la censure, finalement, elle n'est plus le fait du pouvoir. C'est avec ça qu'on est parti, mais ça vient de mouvements de contestation, finalement. Donc, on fait, avec cette nouvelle définition-là, on fait entrer toutes sortes de phénomènes dans la définition de néo-censure. Des phénomènes réels? Oui, puis des phénomènes qui peuvent être condamnables aussi. Tout à fait. Qui peuvent être problématiques. Par exemple, de l'intimidation, des menaces, des gestes de violence, même des actes terroristes. Mais aussi des phénomènes qui peuvent être louables, comme de la contestation, des manifestations, de protester par rapport à certaines choses. Mais donc, on a une définition qui est beaucoup plus englobante, beaucoup plus floue, dans laquelle on peut mettre un peu n'importe quoi. L'autre chose qu'on voit avec cette nouvelle censure-là, en tout cas cette volonté-là d'amener une définition d'une nouvelle censure, c'est que ce qui est l'objet de cette néo-censure-là est très différent. Tantôt, je parlais de mouvements ouvriers, syndicaux, opposition à la guerre. Là, en fait, c'est surtout l'emploi de termes ou d'images déshumanisants, donc le mot en haine, le blackface, les caricatures de Mahomet, le mégenrage ou ce qu'on appelle le dead naming, donc de nommer une personne trans avec son ancien nom. Donc là, ce qui est l'objet de cette néo-censure-là, c'est des termes, des images déshumanisantes. Ou encore le fait de revoir certaines pratiques, certaines formulations pour les rendre plus inclusives. Donc déjà, on est dans un territoire qui est quand même pas mal différent. Et en fait, c'est ça, c'est que les personnes qui sont déshumanisées là-dedans, c'est pas des personnes qui sont au pouvoir, c'est des personnes qui appartiennent à des catégories sociales qui sont historiquement ou actuellement marginalisées ou opprimées. Autrement dit, on a comme renversé la signification du phénomène avec cette néo-censure-là. Je note au passage qu'on a fait à peu près la même chose avec la question de la laïcité. On est passé d'une laïcité qui avait pour objectif même quand on prend la laïcité française de 1905, l'objectif c'était de protéger les minorités. Un des objectifs, en tout cas, c'était de protéger les minorités religieuses de l'arbitraire de l'État. Ouais. Et là, la laïcité qu'on a au Québec depuis la loi de la CAQ, c'est une laïcité qui expose des minorités religieuses à l'arbitraire de l'État, donc selon certains signes dits ostentatoires. Et d'ailleurs, c'est pas mal les mêmes acteurs qui ont opéré ces renversements-là. Renversement de la laïcité, puis par rapport à la censure. Et l'objectif dans tout ça, selon moi, de ces croisées-là, de cette censure woke, c'est de noyer le poisson. Autrement dit, c'est qu'on parle tellement de ces cas-là de néo-censure que finalement, on en vient qu'à penser que la censure, c'est ça, finalement. Ouais. En fait, c'est ça, la seule manifestation de censure, c'est quand ces choses-là arrivent. Oui, c'est ça. C'est que c'est vraiment ça qui occupe l'entièreté de l'espace. Ouais. À la limite, si on est une personne plus centriste, on va dire il y a de la censure des deux côtés, il y a de la censure aux extrêmes, il y a de la censure de droite, de la censure de gauche. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens de parler de censure de droite ou de gauche. C'est, comme je répète, c'est le pouvoir, c'est les institutions. Oui. Peu importe l'affiliation politique ou l'orientation, c'est plus une question de pouvoir qu'autre chose. Et d'ailleurs, c'est un peu le même phénomène pour ce qui est de la culture de l'annulation. Oui.
Je vous ai amené un extrait intéressant de Noam Chomsky, qui n'est pas mort. Qui n'est pas mort. Oui, mais c'est fou, ça. C'est parti en vrai. Je pense qu'il y a 2 semaines, la semaine dernière. Bon, évidemment, il est quand même âgé. Oui, et on ne l'entendra plus beaucoup parce qu'il y a eu une attaque et ça fait 1 an qu'il ne fait plus d'apparition publique. Donc, c'était pas... les fake news, souvent, sont jamais à 100% loin à côté de la vérité, plaque. C'est ça. Mais il n'est pas mort. Et donc, l'extrait que j'ai amené, ça date d'avant, évidemment, ça date de janvier 2021. Je l'amène parce que souvent, Noam Chomsky, sur cette question-là, on a tendance à l'associer aux anti-woke parce qu'il y avait, entre autres, il y avait signé une lettre ouverte qui avait beaucoup circulé dans Harper's Magazine. Donc ça, c'était en juillet 2020. Et juillet 2020, je signale, qui est vraiment dans les manifestations de Black Lives Matter, tout ça. Et cette lettre-là disait, dans le fond, et ça s'appelait « A Letter on Justice and Open Debate ». Ça prend un débat ouvert. On s'inquiète de voir que du côté de la gauche, on cherche à annuler des choses. Et Noam Chomsky a signé, et c'est vrai qu'il dit que sur certains éléments, lui, il trouve que la gauche va trop loin, tout ça. Bon, on pourrait en discuter, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une entrevue qu'il a donnée quelques mois plus tard, où est-ce qu'il revient sur cette lettre-là, parce que c'est ça, sa signature à lui avait quand même, parce qu'il était avec J.K. Rowling, des gens beaucoup plus conservateurs dans cette lettre-là. Alors, on va écouter l'extrait où il revient un peu sur la lettre. Well, I can think of one authentic criticism of the letter that could be raised. Maybe some raised it. Namely, it didn't go far enough. It didn't point out that what's called now cancel culture, which didn't have to be mentioned, happened to be mentioned in the statement, but it's in the background. Cancel culture is a standard device of the mainstream establishment all the time. It's never discussed because it's as normal as the sun rising in the morning. So you don't raise it. So the basic issue that the letter was concerned with, if you sort of think through the background, is that what is standard in the mainstream establishment and directed against the left is now being adopted by small segments of the left, which is wrong. They shouldn't do it. Il pourrait sonner comme Bill Clinton vieux. Hein? Au début, je pensais que c'était... C'est vrai. Ouais. Non, c'est bien Noam. En traduction, Philippe de Grosbois? En fait, il dit une critique légitime qui pourrait être amenée par rapport à cette lettre-là, c'est que dans le fond, elle va pas assez loin dans le sens où la cancel culture, la culture de l'annulation, c'est la pratique standard normale des institutions, de l'establishment, des institutions de pouvoir. On pourrait parler des médias aussi, mais les institutions de pouvoir en général, il dit que c'est aussi normal pour eux, pour ces institutions-là, que le soleil qui se lève chaque matin. Et là, dans le fond, ce qui fait qu'il y a du bruit autour de la culture de l'annulation, c'est qu'il y a des petits segments de la gauche qui commencent à pousser pour annuler certaines choses, alors que dans l'histoire en général, c'est comme ça que le pouvoir fonctionne, mais là, c'est parce que la gauche, une partie de la gauche l'applique, que là, tout d'un coup, ça fait réagir. Donc, je trouve que c'est une nuance quand même qui est intéressante. Ça fait penser à la voiture versus le vélo. C'est-à-dire que les voitures qui enfreignent le code de la sécurité routière, c'est tellement fréquent qu'on ne le remarque plus vraiment. Un stop mal fait, bon. Mais quand c'est des vélos, peut-être parce qu'il y en a moins, mais là, souvent, ça prend des proportions. Mais puis je trouve que le parallèle est intéressant parce que c'est sensibilité. Qu'est-ce qui est normalisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui apparaît comme hors norme ou exceptionnel. Fait que le résultat de tout ça, c'est que quand arrivent des vrais cas de censure, qu'on peut facilement associer à la définition stricte dont j'ai parlé tantôt, le débat public est devenu tellement embrouillé qu'on les reconnaît même plus ou que c'est comme si on a perdu notre sensibilité à ça. Ce qui m'amène aux politiques israéliennes face au peuple palestinien. Bon. Moi, je le disais bien avant le 7 octobre, la critique des politiques israéliennes de colonisation d'apartheid, c'est peut-être le discours le plus sanctionné dans les sociétés occidentales contemporaines. C'est encore plus vrai depuis le 7 octobre. Je vous ai amené plusieurs exemples, dont des exemples
j'ai amené surtout des exemples du Québec, du Canada, mais j'en ai quelques-uns forts à l'international. Donc, en octobre dernier, Dr. Ben Thompson, néphrologue depuis 15 ans, a été suspendu par l'hôpital Mackenzie près de Toronto pour avoir dit sur X qu'Israël commettait des crimes de guerre à Gaza. En novembre, The Breach, donc, qui est un média indépendant du Canada anglais, rapportait que la direction de CTV interdisait l'utilisation du mot Palestine et avait limité la couverture des actions d'Israël à Gaza. Toujours en novembre, un résident en médecine... Non, mais attendez, qu'est-ce qu'ils disent au lieu de Palestine? Ils disent rien? Ben, c'est les territoires, Gaza, on n'a pas le droit de dire le Cisjordanie, mais Palestine en tant qu'État comme tel. On en avait parlé d'ailleurs l'automne dernier. Tout à fait. Toujours en novembre, résident en médecine Yipeng Je, j'espère que je prononce comme il faut, était suspendu de l'Université d'Ottawa pour des points de vue pro-palestiniens exprimés sur ses comptes personnels. Il y a un reportage de CBC de décembre, si on pourrait le mettre dans l'infolette, là, sur la censure de points de vue pro-palestiniens. Donc, c'est pas du discours haineux, discriminatoire dans des écoles, dans des milieux de travail. C'était bien documenté par la CBC. En janvier... Attendez, c'est à la CBC ou documenté par la CBC? Le reportage de CBC documente bien. Après, bon, la CBC est aussi prise dans certaines controverses, mais c'est pas nécessairement de la censure claire et nette bien démontrée, mais oui, il y aurait d'autres choses à amener par rapport à la CBC. En janvier, il y a un reportage à Radio-Canada qui dit que plusieurs étudiants universitaires au Québec, au Canada, se sont fait avertir de ne pas dénoncer publiquement la crise humanitaire à Gaza. Dans cet article-là, on rapporte l'existence d'un groupe Facebook qui est nommé Canadian Jewish Physicians, où des médecins parlent de faire circuler les noms de 271 étudiants qui ont signé une pétition réclamant un cessez-le-feu à Gaza et la fin des attaques contre les hôpitaux et les soignants. Donc, de faire circuler les noms pour les empêcher d'être embauchés, ce genre de choses-là. En février, on se souvient, il y a les livres d'Élise Gravel qui ont été retirés puis réintégrés de la Bibliothèque publique juive de Montréal en raison des positions pro-palestiniennes d'Élise Gravel. En avril, il y a une députée ontarienne, Sarah Jama, qui a été expulsée de la Chambre législative de l'Ontario pour avoir porté un kéfi. Parce que c'était interdit par la Chambre législative, parce que le kéfi serait, semble-t-il, un symbole de terrorisme ou quoi que ce soit. Toujours en avril, une journaliste de CUTV, qui est la chaîne un peu télé communautaire de Concordia, qui a été, elle s'appelle Savannah Craig, elle a été arrêtée par le SPVM, même après avoir montré sa carte de presse à plusieurs reprises lors d'une action de blocage de la Banque Scotia pour les investissements de la banque en Israël, contre les investissements de la banque en Israël. Évidemment, on peut penser aux injonctions contre le campement à McGill au mois de mai. Quelque chose qui a été moins dit, à l'Université Laval, il y a eu un début de campement le 1er juin et le jour même, l'installation a été démantelée. Par la police. Donc, il y a vraiment beaucoup d'exemples comme ceux-là. Là, je fais juste nommer au Québec, au Canada. Quand on va à l'international, on a des exemples qui me semblent, selon moi, encore plus forts. Il y en a, là. Il y en a. Je fais juste une sélection. En décembre dernier, la mairie de Paris a annulé une conférence de Judith Butler, intellectuelle de renom, d'ascendance juive, je précise. Et sa conférence est intitulée « Contre l'antisémitisme, son instrumentalisation et pour la paix révolutionnaire en Palestine ». Et ça, c'était une conférence qu'elle faisait au nom de l'organisation Jewish Voices for Peace, donc qui est une organisation juive qui est critique de ce qui se passe de la guerre d'Israël à Gaza. Et le prétexte qui a été donné par la mairie de Paris, c'était un risque de trouble à l'ordre public. C'est quelque chose de tout à fait précis. En janvier, il y a un film documentaire qui s'appelle Israelism, qui est un film qui porte sur le clivage générationnel chez les Juifs aux États-Unis. Parce que les jeunes, sans faire trop de généralité, là, mais les jeunes ont tendance à être beaucoup plus critiques de ce que fait Israël que les plus anciennes générations. Il y a plusieurs administrations universitaires qui ont cherché à faire annuler la projection sur les campus, même si le film est fait par des Juifs et qu'il y a des Juifs dans le film. C'est sur ça, sur la judaïté aux États-Unis, finalement. En avril, à Berlin, la police a annulé un colloque pro-palestinien de 3 jours. Juste comme le colloque commençait, ils sont arrivés, puis bing, bang, boom, c'est fini. Le ministère de l'Intérieur allemand a interdit à plusieurs invités, dont un chirurgien britannico-palestinien, d'entrer au pays et même de parler par visioconférence d'un autre pays. S'ils parlent par visioconférence au colloque en question, ils pouvaient avoir comme des amendes ou risquer de la prison s'ils se présentent ensuite en Allemagne.
En mai, Israël a banni Al Jazeera du pays, donc le site est bloqué, les bureaux fermés. On sait qu'Al Jazeera, c'est une des seules chaînes qui a des journalistes à Gaza pour couvrir les massacres en cours. Ouais. D'ailleurs, j'aurais pu nommer aussi la centaine de journalistes tués souvent dans l'exercice de leurs fonctions à Gaza. En juin, la Columbia Law Review... je ne sais pas pogné avec le président de la FPJQ à ce sujet. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. C'est loin un peu, je me souviens plus exactement qu'est-ce que j'ai... Vous trouviez qu'il y avait un double discours par rapport à l'Ukraine? Oui, c'est ça. Et par rapport... En fait, c'est que je suis quand même troublé que la FP... Je comprends que la FPJQ, c'est une organisation qui défend ses membres à elle, mais je suis quand même un peu troublé que ça semble très, très peu les préoccuper. Et ils s'étaient prononcés quand même sur le conflit en Ukraine. Oui, c'est ça. C'est que 3 ou 4 jours après que la Russie ait envahi l'Ukraine, ils avaient fait vraiment là, comme un communiqué, une page, une prise de position, je pense qu'ils appellent sur leur site, où est-ce qu'ils saluaient le courage des journalistes ukrainiens, tout ça. Tant mieux, on est d'accord. Mais là, ça faisait juste 3 jours. Je ne sais même pas s'il y avait des journalistes qui étaient morts à ce moment-là. Là, on a une centaine de journalistes morts, puis il se passe à peu près rien. Tout à fait. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc, je reviens à ma liste. Donc, en juin, donc ça, c'est ce mois-ci. Ça, c'est quand même pas pire aussi. Façon de parler. La Columbia Law Review, c'est un journal juridique fondé en 1901, prestigieux, publié un article de Rabea Egbaria, qui est un avocat palestinien. Le conseil d'administration de la Columbia Law Review a fait pression sur les éditeurs étudiants pour qu'ils retirent l'article, soi-disant parce qu'il n'avait pas suivi le processus normal, ce que les éditeurs nient. Les éditeurs ont refusé de retirer l'article, alors le CA a débranché l'entièreté du site. Donc, le Columbia Law Review au complet a été débranché pendant quelques jours. Les éditeurs ont dû aller en grève pour que le site soit restauré puis que l'article soit remis en ligne avec un avertissement, je pense, en haut, là, que semble-t-il que ça aurait été mal fait. On n'a pas vécu ça au Québec, ça? Un cas comme ça, un peu? Avec Relation? Relation, c'est que c'est difficile de savoir les motifs exacts. Mais moi, il y a des gens qui m'ont chuchoté en tout cas, il y a certainement de la cancel culture parce que c'est pas mal cancelled en ce moment. Oui, c'est ça. Et dernier exemple, toujours ce mois-ci, Raz Segal, qui est un Israélien-Américain spécialiste de l'Holocauste, a vu son embauche par l'Université du Minnesota annulée parce qu'il a qualifié les actions d'Israël de cas d'école de génocide. Ah ouais. C'est pas à cause des critères EDI, là. Non, c'est exactement. Oui, c'est ça. Oui. Ça, j'imagine que Jean de Montréal en a parlé. Écoute, c'était en première page. C'était en première page. C'était l'indignation totale. Richard Martineau n'est pas revenu encore. Mais je veux qu'on prenne un moment aussi pour réaliser là, que dans les exemples que je viens de donner, les exemples à l'international, il y a 3 cas de Juifs qui sont sanctionnés parce qu'ils dénoncent un génocide. Ça donne quand même une idée. Est-ce que je peux en rajouter un? Parce qu'il y en a un assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une chronique sur Jonathan Glazer qui avait fait ce film Zone of Interest, qui est donc un regard sur le commandant d'Auschwitz et comment le camp qui est juste à côté le perturbe pas tant dans ses activités quotidiennes. Gagne l'Oscar, monte sur scène et fait un discours pour dire qu'il a voulu faire un film sur la déshumanisation et comment ce qui est en train de se passer à Gaza, notamment, présente les mêmes risques de déshumanisation. C'est un film sur le présent, en fait. C'est un film sur le présent, exactement. Et Hollywood a retourné sa veste contre lui en signant des lettres ouvertes, en lui disant que il était antisémite, alors que je rappelle qu'il est juif lui aussi, qu'il a fait un film sur l'Holocauste, sur l'extermination des Juifs, et il s'est fait taper sur les doigts de façon assez violente. Ça donne vraiment une idée de l'ampleur de la confusion idéologique dans laquelle on est en ce moment. Et bon, je conclurai avec ça. Moi, je trouve ça très inquiétant pour la lutte à l'antisémitisme. Parce que les crimes haineux à caractère antisémite et à caractère islamophobe, là, je précise, mais les crimes haineux sont en hausse au Canada, au Québec. Des vrais, là, pas d'avoir un kéfi, mais vraiment des actes contre des écoles de confession juive, tout ça. Mais on est en train de banaliser l'antisémitisme. De la même façon que je parlais aussi pour la question de la censure, c'est que là, on est en train d'amalgamer la critique des politiques israéliennes à l'antisémitisme. Puis, on parlait tantôt de la campagne électorale qui a cours en France. On voit très bien où ça mène, c'est-à-dire que le nouveau Front populaire est constamment accusé
d'antisémitisme, alors que le Rassemblement national est un parti qui est issu d'antisémites notoires. Tout à fait. Il y a un député actuellement qui a déjà tenu une librairie avec des livres négationnistes dans sa librairie. Il y a des candidats qui ont rendu hommage au maréchal Pétain. Oui. Jean-Marie Le Pen. Mais c'est le nouveau Front populaire qui se fait accuser d'antisémitisme. Et Israël, quand il y a eu les élections européennes dernièrement, Israël a comme salué la poussée de l'extrême droite aux élections européennes. Donc, on est vraiment dans un moment très, très confus qui me semble quand même assez dangereux. Bon été! Hey, mais Philippe, habituellement, là, vous nous donnez des outils. Non, là, débrouillez-vous. Pour allumer quand... Je fais ça, moi? Oui. Des indices qu'on est face à quelque chose qui est inquiétant ou qui n'a pas d'allure. Oui. Puis là, quand on est face aux nouvelles qui nous submergent en ce moment, c'est ce que vous dénoncez là dans cette censure qui n'est plus la censure habituelle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, moi, c'est surtout moi, je reste attaché à la définition quand même assez simple, assez sommaire, c'est-à-dire un État, un employeur, une Église un pouvoir. Qui est capable d'exercer des sanctions concrètes, de faire retirer un certain discours de l'espace public. Ça, moi, je considère que c'est de la censure, qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Puis après, quand on parle d'autocensure, parfois même dans les écoles, par exemple, on va dire, là, les profs, ils s'autocensurent. Moi, je suis prof, là. Les profs s'autocensurent. Moi, j'ai toujours un peu... Je trouve que c'est très difficile de statuer là-dessus parce que moi, quand je donne des cours, j'ai un groupe devant moi, j'ai un public, on va dire, entre guillemets. Je prends en compte c'est qui est devant moi. Puis je prends en compte en disant, je vais peut-être leur faire lire ça plutôt que ça. Je vais peut-être pas leur faire lire ce texte-là parce que j'essaie de cultiver une relation avec eux. Fait que je trouve que quand on sort de la définition qui est comme, assez classique puis assez stricte de la censure, là, ça va n'importe où. Fait que une façon de se prémunir, je pense, c'est de rester quand même la tête froide sur ce que c'est véritablement que la censure. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Absolument. Mais merci Philippe de Grosbois. Avec plaisir. On pourrait continuer à jaser. Hein? Faites-nous rire. Remontez-nous le moral. Faites-vous rire. Le petit rigolo. Le petit rigolo de la balado. Est-ce que le projet de loi C-59 du fédéral vous dit quelque chose? Non. Le fédéral? Ouais. Non. Ça, vous voulez dire le Canada? Oui, c'est ça, exactement. Non, qui était anciennement le pays dirigé par Justin Trudeau. Non, c'est un projet de loi fédéral qui n'a pas encore obtenu la sanction royale et qui contient une disposition sur une notion toute simple comme la vérité dans les publicités. Ah oui, tiens. Voilà, là, je pense que ça va vous revenir. Donc, c'est le genre de loi, si elle était appliquée, qui obligerait les entreprises à fournir des preuves de leurs prétentions. Et là, on est spécifique, les prétentions environnementales. Alors, je ne vais pas souvent au cinéma, mais à chaque fois que j'y vais, je vois des pubs et là, j'apprends que Bell est presque carboneutre. Presque. Après ça, il y a des compagnies pétrolières qui sont sur le bord d'être carboneutres. Énergie. Et à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais ça suffit. Arrêtez de mentir. La publicité d'énergie sur les abribus ou la petite fille qui mange un gros melon d'eau. Puis là, il y a quelqu'un, je pense que c'était Équiterre, qui disait, oubliez pas que Énergie vend 49 fois plus d'énergie fossile que d'énergie propre. Bon melon d'eau, tout le monde. Oui. Il y a un balado à ne pas écouter sur Énergie en ce moment, animé par Tammy Verge. Sur audio? Oui. Oui, sur audio. Ou l'écoutez-le, puis après ça, écoutez mes chroniques, puis faites vos liens. Conséquence immédiate de cette loi qui s'approche, c'est il y a des compagnies qui ont réagi très prudemment. Donc, qui ont fait comme si la loi était déjà en vigueur. Il y a Alliance Nouvelle Voie qui regroupe les entreprises responsables de 95% de la production pétrolière de sable bitumineux au Canada, affirmait jusqu'à mercredi cette semaine, donc hier, sur son site web, que l'industrie était en voie d'atteindre, la semaine passée, était en voie d'atteindre la carboneutralité. C'est pas le fun. Oui, c'est le fun, sauf qu'ils ont retiré
d'un seul coup absolument toutes ces affirmations-là d'un seul coup. Ah. Oups. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il serait Peut-être que c'était pas vrai. Ben, en tout cas, on ne le saura pas, mais ils ont dit que c'était parce que la loi soulevait beaucoup d'incertitudes. Ah! Oui, bien sûr. Et que tant qu'à ça, on ne voulait pas prendre de chance. C'est quand même spectaculaire. Toutes les traces de promesses de carboneutralité sont disparues. Vous avez l'esprit mal tourné, c'est juste de la prudence. C'est pas... Alors, ceux qui s'intéressent à l'éco-blanchiment, notamment nous, se disent qu'il y a vraiment un problème avec l'éco-blanchiment, c'est que ça vient miner l'efficacité, l'impact des efforts des compagnies qui font de vrais efforts, des impacts. Pas juste des images. Des efforts sincères. Voilà. Et donc, qu'une loi comme celle-là pourrait éventuellement redonner une certaine valeur réelle pour chaque compagnie qui fait des choix environnementaux, notamment face aux gaz à effet de serre. Et donc, projet de loi C-59 au fédéral à surveiller. Oui, et donc, ça pourrait peut-être nous aider à ce que les compagnies capitalisent sur des véritables efforts plutôt que sur des images. Oui. Et donc... je trouve ça spectaculaire. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que le contraire de la carboneutralité, c'est d'être carbo-engagé, genre? Ce serait carbo-positif. C'est pas neutre et positif. Carbo-négatif. Mais tu sais, c'est que c'est un mot qui frappe. Carboneutre, ça veut dire pas de carbone, mais non, c'est pas ça que ça veut dire du tout. Puis en plus, quand on parle des industries pétrolières, on parle pas du produit fini qui, va être consommé. C'est juste pendant qu'on extrait notre pétrole, grâce à des technologies là, qui sont presque prêtes de captation du carbone, ce qui est un mensonge là, éhonté. Les technologies existent, mais avant qu'elles soient efficaces et surtout qu'elles soient... que quelqu'un puisse se la payer. Oui. Parce que c'est mais avec notre décarbonation de M. Fitzgibbon, on part tout, avec tous les profits, là, puis les retombées, on va tout acheter ça. Ben là, Fred, plutôt que de tomber dans un cynisme infini comme on le fait des fois, ce qui est quand même un... Il faut dire que le cynisme, ces temps-ci, est très attrayant. Oui, hein? Du côté des décisions... c'est ça. Des décisions qui ont un impact réel sur l'avenir énergétique du pays, mais aussi du Québec. Michael Sabia, PDG d'Hydro-Québec, ce dont il est venu parler depuis que moi, je suis venu à la balado, c'est entre autres d'un grand virage dont vous avez entendu parler. Je ne reviens pas là-dessus, mais la nouvelle locomotive, je reviens là-dessus, mais pas en détail. La nouvelle locomotive du développement de la production d'électricité au Québec, ce ne sera plus l'hydroélectricité, ça va être le développement éolien. Oui. Donc, on parle... Un peu étonnant. Un peu étonnant, mais quand même, ce que ça nous dit, c'est que pour tous... Puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais toute cette notion de perte d'expertise, dans tous les... que ce soit au municipal, au provincial ou même au fédéral, que les experts soient tous au privé, c'est quelque chose, moi, qui me désole. Oui. Et donc, de savoir à l'époque qu'Hydro-Québec... s'occupait pas du développement éolien, que c'était quelque chose qui intéressait pas Hydro, et que c'était remis au privé avec des erreurs. Ça s'appelle les libéraux, en fait, étaient très forts là-dessus, puis c'était comme des nananes électoraux. Régionaux. Les critiques disaient ça. C'était du soutien à l'emploi régional qui passait à travers, finalement, des subventions qui, elles, étaient financées grâce aux tarifs que nous, on paye. Ça fait plaisir. Moi, j'aime l'idée de savoir que c'est Hydro-Québec qui va devenir maître d'œuvre de tous les grands projets de 1000 mégawatts et plus. Donc, ce sont des très gros projets. Il faut considérer que le plus gros projet éolien en ce moment au Québec, c'est à la Seigneurie de Beaupré et c'est un projet de 350 mégawatts. Donc, c'est le plus gros au Québec. Donc, il doit être gros. Mais c'est ceux de 1000 mégawatts et plus qui vont tomber dans la juridiction. Pourquoi on fait ça? Économie d'échelle. Donc, on estime des économies à 20 %. C'est pas difficile de se l'imaginer. Moi, je rajoute retour de l'expertise à moyen terme. Donc, si l'avenir est dans l'éolien, autant que nos experts soient ici avec nous, dans des compagnies plus proches de... allez-y. Je lance une question, Godefroy. Allez-y, mon cher. Au pire, vous me répondrez à l'automne dans une prochaine chronique. Se peut-il qu'on abandonne les barrages parce que politiquement, ça va être difficile à vendre? Parce que sur le plan du juridique avec les Premières Nations, ça pourrait être un engrenage difficile à contrôler et qui coûterait une fortune, puis qu'on se rabat sur l'éolienne parce que c'est du vent. Puis on se dit, on va être capable de le marketer pour que les gens fassent « Ah oui, c'est une bonne idée ». C'est très possible. Mais c'est possible que cet argument-là ait un fond de sens. Oui. Parce qu'à l'époque, harnacher une rivière... Quel argument, le mien ou celui de Québec? Le fait que... le même. En fait, le fait que ça va être plus facile à faire avaler la pilule à des régions, à des Premières Nations, si on met à l'époque, écoute, ça nous a fait de l'électricité extrêmement pas chère sur le long terme de construire des barrages. Sauf que
ça serait plus possible de faire l'équivalent. On ne peut pas refaire ça. Et l'éolien, le prix de l'éolien puis l'efficacité de l'éolien baisse sans arrêt au même titre que le solaire. Puis si vous réécoutez cet excellent documentaire d'Alexis de Guilder et compagnie, Chercher le courant, qui parlait de l'erreur de la romaine, qui est à réécouter. Là, c'était super intéressant. Il y avait des projets éoliens, puis c'était pas des gestionnaires, mais des gens qui réfléchissent sur le développement de l'énergie. Puis là, on parle d'un film qui doit dater d'au moins 10 ans, Chercher le courant. Puis il disait, on pourrait très bien s'installer dans le Nord, dans le Grand Nord, installer un très gros parc éolien, le relier au réseau, et il n'y a pas grand monde, finalement, qui va être impacté par ça, à part peut-être des Premières Nations, évidemment, mais là, si on les embarque, si ça devient un projet qui est au moins économiquement intéressant, après ça, si l'argent est détourné, c'est autre chose. Mais l'empreinte au sol d'une gigantesque éolienne n'est pas la même que celle d'un... En fait, mais disons l'empreinte au sol de 300 éoliennes, ce ne sera pas la même que celle d'un barrage. Il y a même des projets de mettre des éoliennes autour des réservoirs, dans des zones inondées. Et donc, des zones qui sont déjà gaspillées, si on veut, sur le plan écologique. Parce que les zones inondées, parler à n'importe qui est en contact direct et soutenu avec les Premières Nations, ils vont vous dire que le plus grand traumatisme des barrages pour les Premières Nations, ça a été les terres inondées et la perte de la pharmacie de ces communautés-là. Moi, j'ai parlé à des gens mais ils ont gagné un métal lourd précieux, le mercure. Oui, voilà. Non, mais là, vous allez me dire, c'est un cliché, mais j'ai dit ça sans arrêt. Les anciens, eux, ils disaient, on a tout perdu ce qui nous soignait quand on a inondé des dizaines de centaines de kilomètres carrés. Puis ça, c'est le vrai traumatisme que ces gens-là ont vécu. Et le tout sans communication. Tout à fait. On l'a fait comme s'ils n'étaient pas là. Mais ce mépris-là était moins pire que perdre la capacité de se soigner. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on m'a répété. Moi, je suis un passeur dans ce projet. Voilà. Fait que bref, développer l'éolien, ça va devenir la nouvelle locomotive. Nommé par Sebia, priorité de l'acceptabilité sociale, y compris celle des Premières Nations. C'est 1000 kilowatts, là, c'est ça? 1000 mégawatts. 1000 mégawatts, ça doit représenter combien d'hélices? On parle des plus grosses éoliennes qui existent. Donc, malheureusement, il me semble que j'ai lu du 300-400 éoliennes par parc. C'est sûr, ça va être les plus gros parcs éoliens qu'on a jamais vus. Là. C'est certain. C'est certain. Mais après ça, à un moment donné, il va falloir... Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on sait qu'ils ne seront pas à proximité des chalets, des gens qui sont au gradé, à la Caisse de dépôt et à Hydro-Québec et sûrement. Je pense Ouf! Voilà. J'avoue que ça me faisait peur, moi aussi. Oui, absolument. Si je veux pouvoir me rendre au chalet en char électrique, ça va me prendre de l'électricité. Oui. Ou, comme dirait Éric Lapointe, poussé par le vent. Et voilà. La bohème s'en va à l'horizon. Fred, avez-vous un projet de spectacle d'humour? Oui! Bon, il faut canaliser tout ça. Il y a trop de talent là. C'est trop. Donc, taisez-vous. C'est trop. C'est ça que vous dites. Je ne dirais jamais un truc comme ça. Un autre élément important, c'est la planification intégrée. Donc, de remettre au privé à coût de petits projets de 300 MW. D'ailleurs, je dis petits projets, il n'y a rien de petit dans 300 MW. On se rappelle qu'un Centre Bell, c'est à peu près 50 MW de puissance de consommation. Donc, 350, ça reste assez gros. Et ça va être... c'est le plus gros à ce jour. Puis, on s'en va vers des projets de 1000. Ceci dit, développer un projet de 1000 dans le Nord, ça prend une planification de distribution, de transport d'électricité, et le privé n'a pas ce qu'il faut pour planifier ni pour construire des lignes à haute tension. Il faut que ce soit entre les mains d'Hydro-Québec. Donc, je veux zéro vraiment contester cette idée d'aller investir puis de reprendre un certain contrôle sur le développement. J'ai entendu, avant, quand Michael Sebia a été nommé, il y a quelqu'un quelque part dans notre entourage que j'avais cité ici, et cette personne-là m'avait dit, Fitzgibbon, c'est pas un gars extrêmement brillant. C'est un gars qui a de l'influence. C'est un gars qui a des très bonnes connexions. C'est pas un gars brillant. Bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Moi, quand je l'entends parler, il ne m'impressionne pas. Je me dis pas, il est brillant ce gars-là. Je me dis, ah tiens, il parle un peu vite puis il a de la misère à dire certaines syllabes. C'est ça que je me dis. Après ça, si j'écoute Michael Sebia, si je regarde son parcours, clairement, ce gars-là, c'est un gars brillant. Oui. Mais on l'a engagé pour être un exécutant. Oui. Sauf que ce que cette personne me disait, c'est
je pense que Michael Sabia va peut-être pouvoir tirer son épingle du jeu. Et là, ce que des chroniqueurs soulignaient, c'était qu'il a quand même annoncé ce virage-là juste avant que Fitzgibbon dépose les premières ébauches de son projet de loi Mammouth, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Non. Et la personne soulignait, c'est au moins intéressant de voir qu'il a fait ça juste avant. Donc, il a semé dans notre tête cette idée qu'Hydro-Québec prend un virage éolien, laisse tomber l'hydroélectrique et... Bref, il reste une tension à analyser entre Fitzgibbon et Sabia. Au niveau du sous-texte de l'intelligence de long terme, parce que Sabia, il y a vraiment des risques qui comprennent les enjeux pour vrai. Ça, c'est un peu dangereux. Oui. Bon. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au même moment, en Alberta, la réalité est complètement différente. Donc, Danielle Smith, qui est la première ministre de l'Alberta, conservatrice, elle était à la tête de la province, et je l'ignorais ça complètement, qui est celle où tout se passe en termes de développement d'énergie renouvelable. Ah ouais. 92% des nouvelles capacités en renouvelable, donc solaire et éolien, la dernière année, ça s'est passé en Alberta. Eh ben, hein, on le savait pas? Mon Dieu, vous abattez notre cynisme. Mais comment ça se fait? À coup de phrase. Mais comment ça se fait? Ben oui. C'est quand même... Il y a des gens brillants là-bas aussi. Puis on entend les gens qui nous parlent de l'avenir, puis que c'est plus vrai que c'est seulement le pétrole là-bas. Ben c'est ce qu'on veut dire. En sous-texte, il y a ça. Ce qui a été annoncé, par contre, en 2023, au mois d'août, par le gouvernement, justement, c'est que là, il y avait eu des recommandations selon lesquelles le développement était débridé et qu'il fallait mettre un terme, il fallait freiner un peu tout ça. Et là, on entend... moi, j'ai écouté Emma Graney, qui est reporter pour le Globe and Mail, qui était invitée dans un épisode de l'excellent podcast inégal, mais quand même intéressant, de Decibel, qui est le daily, si on veut, du Globe and Mail. Et j'ai un extrait, donc, de Danielle Smith tiré de cet épisode-là qui nous met en garde sur le fait que ça va un peu trop vite. That seriously as a government. When our regulators are telling us that we are adding in an unsustainable way and that we have to take a pause, we have to take a pause. There's no two ways about it. So that's one part of it. So they put this pause in place, which it hasn't done on any other industry as far as we can tell. It just decided, you know what, let's put a stop to it. We'll revisit all the rules. We'll come out with some new rules, and then off you go to the races once again, basically. So that's what the government says is the reasoning behind all of this. Voilà. Alors, on annonce au mois d'août 2023. Là, ça va faire... Là, il y a des conseillers qui nous disent « ça va trop vite ». Et quand on se fait dire ça, là, à remarquer, je prends un petit ton un peu cynique. J'essaie de ne pas faire ça trop souvent, mais la façon dont elle le dit, c'est comme si, quand on reçoit un avis, là, la seule chose à faire, c'est d'aller dans ce sens-là et respecter l'avis. Oui. Alors, ça, ces avis-là, ils viennent d'où, là? On ne le sait pas. Okay. Ce que cet épisode-là n'explique pas, c'est le fondamental derrière la décision. Par contre, on nous explique que le plus grand parc solaire en Amérique du Nord est en Alberta, à Traverse, donc un peu au sud-est de Calgary. Évidemment, j'avais aucune idée c'était où. Rappelez-vous, tantôt, le plus gros parc éolien au Québec, c'était 360 mégawatts à peu près. C'est 465 mégawatts de puissance solaire. Et solaire, c'est quand même quelque chose, ça prend beaucoup, beaucoup de superficie. Oui. Et c'est 1600 terrains de football, Fred. Mais il n'y en a pas tout le temps, il n'y en a pas la nuit. Non, mais le vent, il veut pas, des fois, il n'y en a pas pendant plusieurs jours. Oui, vous avez raison, ça dépend où. Il y a des endroits où ils vendent presque tout le temps. Les capteurs solaires, j'imagine qu'aujourd'hui, sont plus performants qu'avant. Au même titre, ça ne prend pas un ciel bleu nécessairement pour capter l'énergie. En effet, mais on va pas investir autant d'argent dans un endroit où il fait un peu beau des fois. Voilà. Le potentiel solaire de Montréal, considérant aussi qu'on a l'hiver, c'est pas tant que ça. Voilà, l'Alberta, c'est différent. Oui. Et donc, le plus gros centre, la plus grosse ferme, comme on dit en anglais, d'énergie solaire, c'est en Alberta. Et pourquoi? Pourquoi ça se développe là, justement? Bien là, c'est premièrement les bonnes conditions. La ressource énergétique est là. Le vent, le solaire, très, très fort en Alberta. Mais c'est surtout que c'est un secteur de la production d'énergie qui est complètement déréglementé. Il n'y a pas d'agence comme Hydro-Québec. Il n'y a pas de grands gestionnaires. C'est un milieu où on peut brasser des affaires, où l'agilité est à son maximum. Ça, c'est le fun. Il n'y a pas d'hydro ou d'éolo Alberta. Ça n'existe pas. Et j'aimerais ça qu'on se rappelle ensemble qu'un des éléments qui avait été nommé quand Fitzgibbon avait commencé à envoyer des ballons médiatiques sur son projet de loi Mammouth, on avait dit c'est possible que ce soit la fin du monopole de distribution d'Hydro-Québec. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire permettre, peut-être,
à des compagnies de se développer un petit sideline de production énergétique d'éolien. Pour leurs besoins. Pour leurs propres besoins, mais d'avoir le droit de le revendre, ce qui était déjà possible, mais de revendre à Hydro. Mais revendre à un autre privé, ça, c'est interdit au Québec. Les alumineries faisaient ça depuis longtemps. C'est qu'ils produisent leur électricité, ils la revendent les surplus à Hydro. À Hydro-Québec, absolument. J'imagine avec un prix qui est bon pour toute la population. J'ai toussé. J'ai toussé vers la gauche. J'avais un chat dans la gorge. Vous avez souligné un élément qu'on a ramené souvent ici, c'est à chaque fois qu'on s'entend avec une compagnie qui va produire de l'électricité, on va être pogné pour lui acheter à quel prix, pendant qu'après ça, si on se met à perdre de l'argent, on va devoir intégrer ça aux tarifs qui sont, eux, payés par la population. Ce qui est un mécanisme compliqué à évaluer, et donc on peut se la faire passer assez rapidement. Et souvent, il n'est pas transparent parce qu'il ne faut pas que ça nuise à la compétitivité. Hydro-Québec est notoirement pas transparent. Oui, voilà. Vraiment. Alors donc, ces ententes-là qu'on pourrait autoriser au Québec s'appellent des Power Purchase Agreement. Donc, c'est une entente, des contrats privés d'approvisionnement d'électricité entre deux privés. En Alberta, c'est la manière. Donc, si tu développes un centre, c'est parce qu'il y a du vent, il y a du soleil, et parce que c'est facile, après ça, de vendre à quelqu'un. Et là, ce qu'on apprend, c'est que ce marché-là très ouvert, très agile, qui permet d'avoir ces fameuses ententes privées, c'est ça, en fait, qui a été le moteur du développement hydroélectrique. C'est pour ça que ça marche autant. Après ça, je vais vous en reparler un tout petit peu. Les règles qui vont ralentir le développement de la filière, c'est, je vous les résume rapidement, priorité à l'agriculture. Ce qui n'est pas niaiseux. Imaginez-vous mes 1600 terrains de football recouverts de panneaux de soleil. Il n'y a pas grand-chose qui pousse en dessous de ces panneaux-là. Par contre, ce que la reporter disait, c'est un peu une règle bidon parce que des terres de qualité, c'est très rentable en Alberta. Il n'y a personne qui va dire « j'arrête de cultiver mon soya » ou de cultiver pour élever des bœufs pour mettre du solaire. Donc, c'est une règle, c'est bien, tant mieux, on protège l'agricole, c'est très important, mais c'est une règle qui n'aura pas beaucoup d'impact. Deuxième règle, chaque compagnie qui développe un projet éolien ou solaire doit maintenant mettre en garantie des fonds suffisants pour assurer le démantèlement dans le futur. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. On n'a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici. On n'a pas ça chez nous. En Alberta, juste les puits de pétrole abandonnés, orphelins, que personne ne gère et dont personne n'assume les frais, c'est entre 30 milliards et 300 milliards de dollars qui pendent au-dessus de l'industrie. Donc 30 milliards, ça coûterait de nettoyer tout ça? Possiblement. Entre 30 et 300. Ça vous dit quoi? Déjà, c'est flou, mais l'industrie qui se développe à cette grande vitesse, qui est celle de l'éolien et du solaire, il y a quelqu'un quelque part qui fait « Hey, il ne faudrait pas qu'on se vive la même chose avec eux. » Mais ce que la reporter souligne, c'est que en même temps, on met plus de règles autour des nouvelles productions d'énergie renouvelable, mais il n'y en a toujours pas plus du côté du fossile. Oui, voilà, qui est toujours là. Qui est toujours là, puis qui fait des dommages bien plus importants. Ben oui. Et donc, il y a une asymétrie là. Il y aurait un peu d'éco-blanchiment, peut-être? En tout cas, il y a un brunissement de l'industrie éolienne. On fait comme s'il était à surveiller, alors c'est pas tout à fait là que ça se passe. La dernière règle, et c'est celle-là qui est la plus inquiétante pour ceux qui avaient des ambitions de développer de l'éolien là-bas, c'est que c'est la règle des beaux paysages. Ah bon? Ouais. Là, on se rapproche de... Pristine location. Alors, on a déterminé que dans un rayon de 35 km, donc déjà, on ne sait pas exactement d'où vient cette distance-là, ce serait une des plus grandes distances dans la réglementation aux États-Unis. Sans doute. 35 km. Ça veut dire que si tu veux faire un projet d'éolien ou de solaire, il faut que tu ailles vérifier. Il faut que quelqu'un aille vérifier. C'est-tu beau là-bas? Si c'est trop beau, et si c'est trop proche de quelque chose de beau, pas de projet. Bon. Et ça, si on fait une carte de l'Alberta, ça pourrait couvrir jusqu'à 76% du territoire. Tiens. Et ce que ça fait, c'est que ça met encore une fois beaucoup d'incertitudes. 76% de l'Alberta qui est belle, c'est ça? Oh là là, OK. Ou qui est à 35% de quelque chose de beau. Vous savez que cet épisode-là va être diffusé à quelques jours de la fête du Canada. Alors, Philippe, franchement. Ce que ça fait de tout ça, c'est que ça amène beaucoup d'incertitudes et il y a plein de projets de renouvelables qui sont mis sur la glace et qui vont s'en aller ailleurs dans le monde si ça devient compliqué. Dans des endroits pas beaux. Absolument. Et là, ce que la reporter explique, c'est que en ce moment, en Alberta, si quelqu'un voit un potentiel de pétrole sur ton terrain, tu n'as pas le droit de dire non.
Tu n'as pas le droit de dire non. Comme ici. Mais par contre, si quelqu'un vient te voir pour dire « Hey, il y a un potentiel éolien sur ton terrain », non. Écoutez ça. As a landowner, you do not have the legal right to say no to an oil or gas well being built on your property. You just don't. Why not? That's within the Alberta rules. However, on the flip side, because of these rules, there is a very good chance that you don't have the right to say yes to a solar farm on your property or a wind farm on your property. So it's really creating this two-tier system where oil and gas can go wherever it wants. You don't get to say no. Renewables are being subject to all these new rules, and you potentially do not have a right to say yes. Traduction? Traduction, ça veut dire que le développement pétrolier va de soi. Oui. On ne peut pas dire non à un développement sur son propre terrain. Et si toi, comme propriétaire, tu as envie de participer à un projet, il y a toutes ces nouvelles règles qui vont sans doute t'empêcher de répondre oui. Et donc, tu n'as pas le droit d'accepter. C'est pas si intéressant tout ça, là. Non, c'est pas du tout intéressant, en fait. Au début, j'étais plein d'espoir. Non, c'est ça l'affaire. Ça nous fait réaliser que, malgré qu'on soit parfois sceptique de ce qui se passe au Québec, quand même, en ce moment, en Alberta, on met des freins au développement éolien et solaire. Et il reste Mais on fait semblant que ça nous intéresse. Mais parlant de faire semblant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les Power Purchase Agreement, appelons-le les PPA, parce que c'est comme ça que Pierrot Fitzgibbon les appelle. Les PPA, là-bas, c'est ce qui fait rouler le développement éolien et solaire. Et on donne un exemple. Le plus gros dont on parlait tantôt, eh bien, il y a une compagnie qui est derrière ça. Et cette compagnie-là, elle, n'est pas vraiment intéressée finalement à utiliser l'énergie propre qui va en sortir. Elle est intéressée à mettre son nom dessus. And the reason these companies do that is because they have these net zero goals. They're trying to decrease their footprint, right? But they're not doing it by necessarily changing their operations. I mean, the Travis Solar Project is not going to be powering Amazon operations throughout North America. That's simply not what's happening. What they're doing is using the power that's produced there, that they're paying to offtake, and when it goes into the grid, they're like, hey, look what we did. That reduces our environmental footprint. Go us. Go Amazon. And it's really easy for companies to do that. And that's why we have seen such a huge multi-billion-dollar market here in Alberta for solar development. Alors, le développement des énergies renouvelables en Alberta, oui, c'est à cause des ressources qui sont disponibles, qui sont très efficaces, très, très, très fortes, le vent, le solaire. Ouais. Oui, c'est dérégulé, mais il y a des entreprises qui sont intéressées à mettre leur nom sur des kilowattheures ou des mégawatts qui sont propres pour être capables de les intégrer dans leur bilan ESG. Ça. Et ce fameux parc de Traverse, c'est Amazon qui gère le Power Purchase Agreement. Et donc, c'est pour ça que qu'en Alberta, ce qui se développe, c'est du solaire et parce qu'il y a des compagnies qui sont intéressées à s'attribuer de nouveaux mégawatts, mais tout ça sans jamais faire de réels changements dans leur pratique. Vous essayez de ne pas être cynique? J'ai pas besoin d'être cynique, Fred. Mais vous aidez pas à pas l'être. Fred, c'est ça qui est intéressant. Je sais. Et puis dans le fond, après ça, je me ramène au Québec. Oui. Puis là, je me dis, la prochaine fois qu'on va me parler de PPA, j'aimerais bien avoir en tête que c'est pas seulement vendre mes surplus d'électricité. Il y a peut-être quelqu'un quelque part qui veut aller inscrire dans la ligne des moins un beau bilan. À la place de changer son système de livraison, de dire « Ah, mais moi, j'ai participé à tel parc éolien en Gaspésie. » Reste que nous autres ici à la balado et nos auditeurs savent qu'on a beaucoup de questions sur comment vont être attribués nos nouveaux mégawatts propres et à quelle demande on répond. C'est pas là que je critique. Par contre, de savoir que ma province délègue à une entité nationale, qui est para-étatique, qui est Hydro-Québec, plutôt qu'au privé, le développement de 10 000 nouveaux mégawatts d'ici 2035. Au bout de la ligne, si je compare à ce qui se passe en Alberta, je serais un Albertain pas mal malheureux. Oui. C'est ça que je me dis. Et là, c'est un peu comme une boucle qui se ferme sur l'apparence de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Puis là, je ne pouvais pas terminer ma chronique, Fred, sans vous parler justement de quelque chose qui flash pas mal moins qu'un bilan ESG, mais qui, quand on parle du développement du Québec dans le futur, de rejoindre l'Ontario, c'est-à-dire d'avoir des jobs payantes, ça va passer par
donner la chance au plus grand nombre de Québécois possible d'arriver en maternelle avec un fonds d'égalité des chances. C'est pas beaucoup, ça. Nos immigrants de première génération, oui. Les gens qui ont des difficultés financières importantes, des gens qui ont des structures familiales plus compliquées, des gens qui ont des problèmes de santé, tous ces facteurs-là ne vous garantissent pas du tout un échec, pas du tout. Non. Mais ce sont des facteurs de risque qui s'additionnent. Et rendu en maternelle, il est déjà tard. Il est tard. Les gens frappent des murs en maternelle. Qu'est-ce qui prépare les enfants à ça? Évidemment que c'est les services de garde. C'est le service aux 0-5 ans. Et la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, d'une part, c'est parce que les éducatrices sont sans convention collective depuis presque 1 an. On se rappelle, pendant la pandémie, elles ont obtenu un rattrapage pour des conventions collectives qui étaient échouées, si je ne me trompe pas, depuis 3 ans. Et malheureusement pour elles, oui, les hausses salariales ont été intéressanante, mais c'est arrivé juste avant que l'inflation s'emballe. Il n'y a personne qui est éducatrice en ce moment qui a l'impression d'avoir gagné le jackpot. Il n'y a pas une éducatrice qui se magasine un chalet présentement. Absolument pas, à moins d'avoir de l'aide de quelqu'un. Et c'est quand même des gens qui peuvent avoir des sidelines, justement. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est que pour être éducatrice et ne faire que ça et d'être, par exemple, seule, monoparentale, avec les loyers actuels, tout ce que tu te dis, c'est « mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je change de job. » Tout à fait. Et je quitte ce milieu qui est un des milieux les plus... Moi, j'ai été éducateur pendant 17 ans. Après ça, directeur, prof au cégep. Tu sais, j'ai pas de prétention dans la vie, mais j'ai quand même une petite idée de comment ça marche. Puis, je peux en témoigner. Et je suis sidéré par le fait qu'on est encore à ce point-là, c'est-à-dire en train de défendre des éducatrices qui, elles, je les vois, là, puis elles sont en train de se demander, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis une dinde à travailler aussi fort? Et là, ce qui se passe... Ça m'étonne, gars, parce qu'on est dans une ère où le nationalisme est vraiment mis de l'avant, puis c'est important, la fierté, le nationalisme. Et on dirait que quand on en vient à toucher le monde réel, là, c'est-à-dire loger les gens, leur donner les chances, leur donner... On dirait que soudainement, là, le nationalisme n'a plus d'emprise. Vous avez raison. Et ce qui est encore plus fâchant, c'est que dans le cas très particulier des services de garde 0-5 ans, des services aux enfants, ça a été étudié par des économistes. Et on a prouvé, on a démontré qu'investir $1 en petite enfance, c'est vraiment très payant. C'est ça, ça rapporte. On n'est pas dans une fiction là, de... Non, ça va faire moins de chômeurs, ça va faire moins de décrocheurs. Ça permet aux parents de travailler. Il y a plein de parents au Québec qui cherchent une place. Là, après ça, l'affaire, c'est que si vous me dites, OK, on va les envoyer au travail, tous ces gens-là, on va vous en faire des places en service de garde. Mais là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir des places de mauvaise qualité. Et c'est là que je m'en viens. La vérificatrice générale du Québec a déposé un rapport au mois de mai et c'est de ça dont je voulais vous parler. Elle fait un portrait d'un projet d'évaluation de la qualité très louable. Depuis 2018, le gouvernement s'était engagé à mettre sur pied quelque chose de complètement nouveau. Oui, on finance un réseau, mais on veut pouvoir avoir des données sur la qualité. Puis là, je ne vous ferai pas mon laïus le plus long sur la qualité, mais au Québec, il y a des universitaires qui travaillent là-dessus depuis 20 ans et on sait quels sont les éléments de la qualité du service aux enfants qui ont de l'impact. Qui fonctionnent. Et ceux qui ont été mandatés pour aller évaluer la qualité, ce n'est pas des clowns. C'est vraiment des recherches intéressantes. Et le bilan, le rapport qui a été déposé par la VGQ, il est accablant. Depuis 2018, non seulement la qualité n'est pas très bonne, mais elle baisse. Là, on parle de tout le réseau, toutes sortes de services de garde ou seulement les CPE? C'est une excellente question. On parle des CPE. On parle de tout ce qui s'appelle installation. Donc, pas milieux familiaux. Les milieux familiaux, et on sait que la qualité est problématique dans les milieux familiaux, c'est pas évalué. On parle des garderies privées à but lucratif, des garderies privées à but non lucratif, qui sont pas mal la même chose, à part que ça coûte le prix d'un CPE, et les CPE. Et là, on compare la qualité dans ces 3 endroits-là, et ce qui ressort, c'est vraiment que j'avais des petits graphiques ici. Là, toujours bon, ça, les graphiques. Fred, 21% des CPE en 2022-23 échouent à atteindre le seuil de qualité minimale. Les garderies subventionnées, c'est 57%. Donc, 60% des places en garderie privée n'atteignent pas le seuil minimal établi par Québec. Établi par des experts. Établi par des experts, absolument. Et puis là, ce programme-là s'appelait évaluer et s'améliorer.
Et oui. Et donc, attendez, Hélène, vous devez partir? Ben oui, malheureusement, j'ai des occupations qui okay. m'appellent. De toute façon, on achève. Allez-y, je vous retiens pas parce que je comprends. L'avenir du Québec, Hélène? Oh, je vous laisse ça. Vous avez l'air de très bien vous débrouiller. Il n'y a pas juste le cinéma. Hein? Ouais. Ben, en ce moment, c'est mieux que la réalité. Hein. Hey, merci, Hélène. On va se revoir l'année prochaine. Rapidement. Oui. Bon été. Bye. Bye. Allez-y, gars. On parlait des CPE. Vous disiez que, donc, 21% des CPE n'atteignent pas... Bref, si on veut résumer... Là, 60% les garderies... Les notes sont pas bonnes. Okay? Bon, voilà. Et j'ai parlé à des gens qui ont travaillé à CLU, qui étaient en charge de cette évaluation-là, et qui m'ont expliqué rapidement, ils se sont rendus compte, oh boy, OK, il y a vraiment des milieux de garde qui nous inquiètent. Alors, on n'a pas seulement envie de donner un mauvais bulletin, on a envie d'envoyer une alerte. Et donc, il y a un système d'alerte. Non seulement il y a un échec qui est annoncé, puis le ministère le sait, mais il y a aussi une alerte qui vous dit « Allez vous occuper de ça. » Il y a des enfants qui se font mettre dans des placards, exemple. Okay? Pour vrai? Oui, absolument. Et différentes choses. Il y a différents degrés de niaiserie. Mais quand on parle dans le savoir-être, dans la façon d'être avec les enfants, il y a des choses catastrophiques. Et ce que la VGQ soulignait, c'est que les gens qui ont eu des échecs ont très peu de suivi, très peu d'exigences. Ce qu'on leur demande, par exemple, c'est la prochaine fois que vous renouvelez votre permis, on va vous le renouveler pour seulement 3 ans au lieu de 5. Ou seulement 2 ans au lieu de 3. Parce que les besoins sont tellement criants. Exactement. Et aussi parce qu'ils savent, peut-être qu'ils n'ont pas compris que c'était important, mais non seulement ça, mais les alertes, elles aussi, sont laissées sans réponse. Et donc, ceux qui ont fait de l'évaluation se disent « Oh mon Dieu, et à quoi ça a servi tout ça si on ne s'améliore pas? » Ce que ça nous donne au moins, c'est un portrait. Parce qu'on pourrait se péter les bretelles au Québec et dire « Hey, on a un réseau de CPE. » Mais on ne peut pas, en fait, parce que, premièrement, ce n'est pas tous les enfants qui ont accès au CPE. Ça, vraiment pas. Ceux qui n'ont pas accès s'exposent à des garderies dans lesquelles il y en a d'excellentes, mais dans lesquelles 60% de celles qui ont été inspectées coulent. Okay? Et parmi lesquelles, il y a eu des alertes de lancer. Et ce qui est terrible, et c'est ça que je voulais que nos auditeurs sachent que personne ne sait, même si ça vous intéresse, c'est que quand ces rapports-là ont été complétés, le CPE, le service de garde, reçoit une copie pour savoir sur quoi travailler. Moi, je l'ai reçu. Je sais sur quoi travailler. Donc, on a une bonne note. On travaille 2-3 éléments. Évidemment qu'on n'était pas les plus à risque. Mais dans les CPE, le rapport est envoyé aux parents qui sont dans le conseil d'administration et qui sont en réalité les vrais gestionnaires. Et eux, après ça, ils regardent leur directrice générale et font « Voici ce que j'ai vu dans ton rapport. Fais quelque chose. » Dans les garderies privées, le rapport est envoyé à la gestionnaire. Et donc, les parents qui fréquentent une garderie en ce moment, le sauront peut-être pas. Mais vous le savez pas, c'est sûr, à moins d'avoir une garderie très motivée par la transparence. Il y a un comité de parents qui est non décisionnel. Intéressant, ça gars. Mais c'est passionnant. Et là, pour vous laisser juste sur une belle note en été, Fred et Philippe et Hélène, qui nous écoute. Dans sa voiture. Oui. D'où vient la baisse de la qualité? De tout le réseau ou des... De tout ça, tout ce dont je vous parle depuis tantôt. La pénurie de personnel, ça doit être une des premières causes. Pénurie de personnel. Sous-financement, c'est plus compliqué à évaluer, mais très certainement. Mais pénurie de personnel, ça, je pourrais vous en parler. Je pourrais vous parler 4 heures. Non, je sais. Ça serait même pas plate. Mais la pénurie de personnel, ce que ça fait, c'est que là, on embauche des gens qui n'ont pas de formation, dans laquelle il y a d'excellentes éducatrices. J'ai moi-même été une de ces personnes-là qui est rentrée sans formation puis qui s'est formée par la suite. Moi, j'étais biologiste. Là. Mais en ce moment, pendant la pandémie, on avait une exigence de 2/3 d'éducatrices formées sur le total, dans un CPE. On a descendu cette exigence-là à 1/3 pendant la pandémie parce que c'était impossible de respecter cette règle-là. On est monté à la moitié en ce moment, et on doit atteindre en 2027 2 sur 3, donc revenir à 2 éducatrices formées sur 3. Et ce que la VGQ dit, c'est, premièrement, il y a une corrélation entre la baisse de formation moyenne et la qualité. Donc, si vos éducatrices sont moins bien formées, il y a plus de chances qu'elles fassent des mauvais moves et que personne autour d'elles puisse les remettre à leur place parce qu'elles aussi, elles ne sont pas formées. La qualité baisse, entre autres, à cause de ça. Et elle ne voit aucune façon, elle, dans les prochaines années, pour qu'on réussisse à atteindre ce seuil de 2 sur 3. Et puis, au moment où on se dit ça, on se demande, mais pourquoi donc on a une pénurie de personnel? Bien, il y en a une raison. Puis j'en ai parlé à ma directrice générale et à d'autres, et elles m'ont dit la même chose. C'est un métier pour lequel les gens qui le pratiquent
sont totalement conscients de l'importance que ça a dans la vraie vie. Ouais. Elles le savent. Mais c'est pas reconnu. Et j'ai des histoires à vous conter. Je pourrais pleurer moi-même en vous racontant des histoires qui se sont passées cette année. Des enfants, je sais que parce qu'ils sont passés dans notre groupe, dans un groupe en particulier où l'éducatrice était excellente, parce qu'elle a de l'expérience, parce qu'elle est formée, parce qu'elle n'a pas quitté le réseau. Mais si elle avait été remplacée par quelqu'un qui n'a pas d'expérience, je pense qu'il fait de son mieux, jamais cet enfant-là aurait pu arriver en maternelle avec les outils qu'il a en main en ce moment. Et ça, des histoires comme ça, il y en a partout. Elles ne sont pas reconnues. Elles ne se sentent pas reconnues. Et donc, si j'ai des souhaits d'été à faire à tout le monde, c'est n'oubliez pas les éducatrices. Pensez à elles et parlez-en autour de vous. Je peux pas insister sur le fait... Je ne peux pas insister suffisamment à quel point je pourrais aller au bat pour les éducatrices du Québec sur n'importe quelle plateforme et les défendre leur impact, puis les remercier de encore être là. Parce que faire une job aussi importante, aussi subtile, et avoir en plus de la misère à faire son épicerie, et de se dire, en plus, le monde s'en sac. C'est très difficile. Voilà. Ça prend du courage, de l'engagement. Alors, du fond du cœur, aux éducatrices qui nous écoutent, merci. Et aux autres, remerciez-les parce que l'avenir du Québec est entre leurs mains. Tout à fait. Godefroy, merci. Philippe de Grosbois, merci. C'était un super épisode, vraiment. Hélène, bon, elle est partie parce que je pense qu'elle avait une urgence. Un film. C'est plus ce que c'était, Hélène. Un film à programmer pour son festival. C'est plus ce que c'était. On va terminer la musique, évidemment, sur le fly. Parce que des fois, souvent, j'attends, je fais mon montage. Bon. C'est un petit clin d'œil que j'ai eu. C'est encore du peu la traverse, mais je m'en fous, je l'aime. Puis au pire, fermer ça tout de suite avant d'écouter. Ça va avoir un petit lien avec votre chronique, Philippe, parce que Plume la traverse a lui aussi déjà été censuré. C'est tiré de ma collection de 45 tours. Elle n'est pas si grande, mais j'en ai quelques pas pires. Et c'est ce que je vous offre. C'est la chanson Rideau pour faire tomber le rideau sur cet épisode. Hey, merci. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mettez vos lunettes sur votre banc. Assoyez-vous bien hardiment. Votre joint dans l'anus, votre bière entre les dents. Ça n'en prend pas plus chez les parents, chez les enfants pour faire un bon show. On paye assez cher, faites ça comme il faut. Et ceux qui sont en tabarnak, ils viendront nous voir à l'entraque. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Gnac, gnac, gnac. Si vous payez le cognac. Coulez votre belle-mère dans le ciment. Faites-y visiter le Saint-Laurent. Pognez votre voisin d'arranger d'en avant d'un ami qui a le coup de poing tapoché jusqu'à temps qu'il fasse un bon show. On paye assez cher, faites ça comme il faut. Et ceux qui sont en tabarnak, ils viendront nous voir à l'entraque. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Gnac, gnac, gnac. Si vous payez le cognac. Wow, yeah! De mayonnaise, et détendez-vous sur votre chaise. Dites-vous qu'on est bon, même si vous êtes sourd. On n'a peut-être pas de nom, mais on se bat tous les jours pour faire un bon show. On paye assez cher, faites ça comme il faut. Puis ceux qui sont en tabarnak, ils viendront nous voir à l'entraque. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Gnac, 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 gnac. Si vous payez... le cognac. Wow, wow, yeah!